Donc, on va faire une petite révision récapitulative et qui répondra aussi à toutes les questions que je vous ai posées. Et on va essayer de voir d'autres choses plus... Non, ça marche pas le micro. 1, 2. Faut que je mette plus près, peut-être. Donc, je disais qu'on allait répondre aux questions en revoyant le cours de Geshe-la ce matin, puisque c'est une révision qui a repris... Les questions que je vous ai posées, elles reprennent le cours de ce matin, en fait. Donc, Geshe-la, on va faire un petit récapitulatif, déjà, pour recommencer, pour bien nous mettre les bases. Donc, les bases, c'est celle que la conception du soi. Qu'est-ce que la conception du soi? C'est l'ignorance perturbatrice. C'est-à-dire l'ignorance qui saisit un soi. Pas simplement l'ignorance de ne pas savoir quelque chose, mais l'ignorance qui saisit l'existence véritable d'un soi et qui est à la racine du samsara. Donc c'est ça la conception du soi. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette conception du soi? Eh bien, elle conçoit une existence en soi. L'existence en soi de quoi? De quelque chose que l'on appréhende, de ce qui est appréhendé. Donc c'est toujours quelque chose. Donc là, il y a deux choses. On va essayer de voir ça plus précisément, mais je ne sais pas si on va y arriver. C'est un peu subtil. C'est donc l'apparence d'existence en soi et la saisie de l'existence en soi. Et tout le problème est là. Enfin, à mon avis, j'en sais rien. Il me semble que tout. Parce qu'on confond les deux, en fait. On a à la fois la chose nous apparaît comme existant en soi, et là-dessus aussi, on a la saisie, la conception de l'existence en soi. Donc c'est ça qu'il faut défaire, quoi, un petit peu. Et la difficulté, toute la difficulté est là, bien sûr. Donc pour ça, il ne faut pas se tromper. Il faut appréhender il faut rechercher le soi tel qu'il apparaît, donc qu'il apparaît à cette saisie qui conçoit l'existence véritable du soi. Donc le soi, bien sûr, on a vu que ce soi existant véritablement n'existe pas, mais il faut bien le distinguer du soi qui existe. Okay. Et pour ça, donc, il faut revenir à la définition du soi, de ce que c'est que la personne. Donc le jeu qui existe, c'est quoi? C'est le jeu qui est simplement désigné sur l'un ou l'autre des agrégats. Okay. Donc ça veut dire que le jeu, il a bien un niveau d'existence. Il ne faut pas le nier, ça. Il ne faut pas tomber dans un nihilisme. Le soi a effectivement un niveau d'existence. Et c'est quoi? C'est simplement désigné sur l'un ou l'autre des agrégats. C'est la seule existence qu'il a. Donc qu'est-ce que ça sous-entend quand on dit simplement désigné? Oui, c'est qu'il n'existe pas de son propre côté, qu'il n'existe pas intrinsèquement. Donc c'est ça qu'il faut bien voir. Donc non-soi, donc on a vu, il y a les deux non-soi sur les personnes et sur les deux types de non-soi, le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Le premier étant plus accessible que le second, mais on peut aussi se servir de certains types de phénomènes, comme le reflet trompeur, pour accéder au non-soi, parce qu'il y a cette idée de tromperie. Donc, ce que nous devons faire maintenant, donc, c'est établir donc, les deux non-soi. Donc, maintenant qu'on a bien compris ça, que c'est bien enregistré, les définitions, tout ça, il nous faut établir, il nous faut arriver à la réalisation des deux non-soi. Donc, c'est à ça que nous devons, c'est vers ça que nous devons tendre. Donc, vers le non-soi des personnes. C'est quoi le non-soi des personnes? C'est voir l'absence d'existence réelle des personnes. Et c'est quoi le non-soi des phénomènes? C'est voir l'absence d'existence réelle des phénomènes autres que les personnes. Donc d'abord, on va commencer par établir l'absence de nature propre du jeu. Et comment donc la vue qui réalise le non-soi va pouvoir... Qu'est-ce qui va permettre à la vue qui réalise le non-soi d'apparaître? C'est grâce à l'analyse en 4 points. Donc c'est 4 points essentiels qui vont permettre de réaliser le non-soi. Et c'est ces arguments,
Ces 4 points, donc, identifier l'objet de réfutation, 1. Établir la certitude du recouvrement, 2. Acquérir la certitude de l'absence d'identité intrinsèque, et 4. Acquérir la certitude de l'absence de distinction intrinsèque. Le plus difficile, c'est le premier. Si on réalise le premier, on dit, je ne sais pas, on dit que tout le reste, c'est très très facile. Donc c'est pour ça, en fait, que peut-être quand on essaie de comprendre le point numéro 3 ou le point numéro 4, on a des difficultés dans les raisonnements. C'est parce qu'on n'a pas encore bien compris. Enfin, si, on l'a compris intellectuellement. Je pense qu'on a tous compris intellectuellement ce que c'était que l'objet de réfutation. C'est-à-dire l'existence d'un jeu qui existerait intrinsèquement. Ça, on l'a compris. Mais on ne le réalise pas, en fait. C'est ça le point le plus difficile. Donc, il faut passer beaucoup de temps avant d'aller dans les certitudes de l'absence d'identité intrinsèque ou de l'absence de distinction intrinsèque. Il faut passer énormément de temps à méditer pour acquérir, donc pour bien identifier l'objet de réfutation. Et ce n'est pas qu'un processus intellectuel. On a tous compris ce que c'était que l'objet de réfutation, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est... donc, si on identifiait le point de l'objet de réfutation, Geshe-la a dit que c'était le point déterminant, et ouais, c'est ça qui détermine tout le reste. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience et ne pas aller trop vite en se disant « Oh, j'ai compris, là, j'applique les 4 points les uns après les autres, ok, super, je me lève. » Ça n'a rien changé, en fait. Il n'y a rien qui a changé. On a passé 10 minutes ou 20 minutes à essayer de passer en revue les 4 points. Ok, on a appliqué les raisonnements, mais bon, est-ce que ça nous a vraiment touché? Pas vraiment, sinon... Enfin, ça dépend, qu'on ait compris plus qu'intellectuellement. Donc c'est le point déterminant, parce que sinon, l'analyse, elle ne va pas nous permettre de débusquer ce jeu existant intrinsèquement. Et elle ne va pas nous permettre d'arriver à la vacuité. On va juste multiplier les analyses, analyser. Puis notre analyse va peut-être être très très bonne au niveau de l'analyse, mais elle ne touchera pas la cible. Elle ne touchera pas le point essentiel. Le point essentiel, c'est de trouver l'objet de réfutation. Donc l'objet de réfutation, c'est bien l'existence en soi, ou l'existence réelle du jeu, ici, dans ce cas-là, du jeu ou de la personne. Donc déjà, ça, on doit bien l'avoir compris intellectuellement. Et donc, pour ça, il faut s'appuyer sur les définitions. Exister réellement, ça veut dire quoi? Exister réellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le phénomène qui existe sans être désigné, qui existe de son propre côté, qui existe de lui-même, comme si c'était l'essence ultime de cet objet, en fait, qui fait que l'objet que j'ai devant moi est un ordinateur, par exemple. C'est ça. Je sens remettre en question cette existence d'ordinateur, comme s'il y avait intrinsèquement existant à cette chose-là un ordinateur. C'est comme ça que les choses nous apparaissent. Comme si l'essence de cette... Il y avait, à l'intérieur, il y avait quelque chose dans le phénomène qui existe de son propre côté, sans être désigné. Donc c'est ça le point crucial. Donc, exister de son propre côté dans le phénomène, sans être désigné. Par quoi? Désigné par la pensée, par les concepts, par toutes sortes de choses. Toutes sortes de conceptions, en fait. Donc exister de son propre côté dans le phénomène, sans être désigné par la pensée, sans être établi par une désignation conceptuelle. Donc cette chose, pour nous, elle semble exister en soi, elle semble exister de manière isolée, toutes les choses, tout ce qu'on perçoit, de manière immuable, sans être liée à quoi que ce soit d'autre, de manière indépendante. Et on voit tous les phénomènes, on perçoit tous les phénomènes comme ça. On n'a pas l'impression que ces phénomènes sont établis par une désignation conceptuelle, mais qu'ils existent de leur propre côté. Qu'il y a quelque chose dans le phénomène qui le fait exister de son propre côté. Donc c'est ça qu'il faut, c'est ça que ça veut dire exister réellement. Qu'il y a une réalité intrinsèque à l'objet qui fait que cet objet
existe tel qu'il nous apparaît. Et donc, on le saisit comme ça. Donc, exister de son propre côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va exister de son propre côté, ça veut dire qu'on trouve l'objet quand on le cherche. C'est ça l'objet donc qui est trouvé quand on le cherche. C'est ça que ça veut dire exister de son propre côté. L'objet est trouvé quand on le cherche. Donc c'est ça qu'il nous faut rechercher. Donc ce jeu qui existerait de son propre côté. C'est ça qu'il nous faut faire apparaître. Pas n'importe quel jeu, hein, mais le jeu qui apparaît comme s'il existait de son propre côté. Ça veut dire que quelque chose existe dans le phénomène. Il y a quelque chose dans le phénomène qui existe sans être désigné. Et exister donc de son propre côté, ça veut dire qu'on trouve l'objet quand on le cherche. Parce qu'on lui attribue une existence réelle. Donc si quelque chose a une existence réelle, on doit pouvoir le trouver. Hein, voilà, ça revient au même, exister de son propre côté ou existence réelle. Donc on doit vérifier s'il y a bien une existence véritable, une existence réelle, une existence de son propre côté. Et ça, donc, c'est ça l'objet que l'on doit, c'est l'objet de réfutation. Cette existence véritable, cette existence réelle. Donc pour le premier temps, donc la première étape, c'est de chercher si cette identité du je, elle existe vraiment. Et il faut la faire s'élever, il faut la faire apparaître pour voir comment on l'appréhende. Et toute la difficulté est là. La faire apparaître pour surveiller comme un espion, pour voir comment notre esprit l'appréhende. Donc ça veut dire que dans notre esprit, il faut qu'il y ait deux choses à faire. Une qui la fait apparaître et l'autre qui regarde comment on l'appréhende. Et parce que il faut faire cette distinction entre ce qui apparaît et comment l'esprit l'appréhende. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On va voir apparaître un objet, un jeu. On n'est pas sûr que c'est le bon ou pas le bon, et on ne va pas regarder comment notre esprit l'appréhende. Parce que cet objet va être mélangé avec l'existence conventionnelle. C'est ça notre ignorance. On mélange les deux. On mélange l'existence véritable et l'existence conventionnelle. On est incapable de les dissocier. Donc il faut arriver donc à attraper un peu le jeu pour voir comment on le conçoit. Donc d'abord, dans un premier temps, on le fait apparaître et on regarde comment on le conçoit. Et donc là, il y a différentes manières. Et donc, il ne faut pas prendre la manière simple comme le fait de s'identifier à son corps. On dit il est beau, il n'est pas beau. Cette identification au corps, elle n'est pas suffisante pour rechercher le jeu intrinsèque. C'est juste une apparence, en fait. Donc, il faut arriver à attraper le jeu pour voir comment on le conçoit. Et parce que sinon, on s'identifie tous à un corps, mais c'est pas forcément, c'est pas un corps qui apparaît intrinsèquement. C'est simplement l'apparence du corps que l'on a, c'est tout. Pareil pour l'esprit. On peut identifier une personne à ses qualités mentales en disant il est intelligent, il n'est pas intelligent, c'est une bonne personne, c'est une personne exécrable, etc. Mais c'est pas cette conception de la personne qui va servir de base à l'analyse. C'est trop grossier, en quelque sorte. Et c'est pas le sujet. Il ne s'agit pas de réfuter l'apparence d'une personne, qu'elle soit belle ou pas belle, qu'elle soit intelligente ou pas intelligente. C'est pas ça qu'il faut. C'est comment, c'est la saisie donc ou la conception de l'existence véritable de cette personne. Donc c'est ça le jeu qu'il faut chercher, un jeu qui existerait indépendamment du corps et de l'esprit. Parce que là, sinon, le jeu que l'on trouve, là, c'est un jeu qui existe dépendamment du corps et de l'esprit. Quand on dit il est beau, ou quand on dit il est intelligent, le corps, ce jeu, cette personne, sont assimilés au corps et à l'esprit.
Donc c'est pas ça qu'il faut faire apparaître. Ce qu'il faut faire apparaître, c'est un je qui existe indépendamment du corps et de l'esprit, qui apparaît tout seul, de son propre côté, comme si elle existait réellement, hein, sans dépendre de quoi que ce soit, hein, comme on dit, indépendamment, isolé, solide, intrinsèquement existant, hein, tous ces termes. Hein. Donc il faut chercher ce jeu intrinsèque, ce jeu indépendant, qui existe pour nous indépendamment. Et il est difficile à débusquer parce qu'il passe complètement inaperçu dans nos activités quotidiennes. En fait, on pense toujours au jeu. Depuis qu'on se lève, depuis le matin qu'on se réveille jusqu'à ce qu'on se couche, on est toujours préoccupé par ce jeu. Donc, le jeu existant intrinsèquement, lui, il passe complètement inaperçu au milieu de ces préoccupations quotidiennes que l'on a du jeu. Il est complètement mélangé avec l'existence conventionnelle. Ouais, ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'il est difficile à débusquer, parce qu'il se mélange au jeu qui existe conventionnellement, qui fait tout un tas d'activités, qui mange, qui boit, etc. Mais c'est pas celui-là qu'il faut réfuter. Celui qu'il faut réfuter, c'est celui qui apparaît comme intrinsèquement et que l'on saisit comme existant intrinsèquement. Donc pour ça, il faut se mettre dans une situation mentale particulière, un peu extrême, on va dire, pour qu'il apparaisse. Donc c'est une situation mentale, par exemple, de grande joie, quand on a une grande joie, ou une grande peur, ou que l'on est critiqué dans la foule, qu'on est devant tout le monde, que quelqu'un nous insulte ou nous critique, ou si on a très peur. Si quelqu'un veut nous frapper, par exemple, et que cette personne est vraiment beaucoup plus forte que nous, qui viennent devant nous et nous menacent de nous frapper, là, qu'est-ce que c'est qui apparaît ? Ben, il y a un jeu qui n'a pas l'air d'exister indépendamment des agrégats. C'est un jeu qui apparaît de lui-même. Il ne semble pas exister dépendamment du corps ou dépendamment de l'esprit. Il apparaît tout seul, comme une entité intrinsèque. Si vous voyez arriver un cheval vers vous en courant, vous n'allez pas dissocier l'esprit du cheval et le corps du cheval. Vous voyez arriver un cheval vers vous. Ou si vous voyez une personne qui vient vous attaquer, il y a quelque chose, il y a un je, il y a un moi qui va apparaître en vous. Donc c'est la même chose. Quand quelque chose surgit comme ça et qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas le temps ou l'espace pour faire la différence entre le corps et l'esprit. On n'est pas en train de dire je suis beau, je suis pas beau. C'est automatique. Il y a une sensation extrêmement forte d'identification à un jeu qui existe véritablement. Donc c'est ça, hein, la conception du jeu qui existe véritablement, du jeu intrinsèquement existant. Donc pour ça, il faut, dans la méditation, on est obligé de le faire apparaître en créant une situation, en se mettant dans une situation de préférence que l'on a vécue, sinon ça reste d'être un peu nébuleux, où on s'est trouvé dans une situation difficile, hein, soit parce que quelqu'un voulait nous agresser physiquement, ou où on était au bord d'un précipice et qu'on risquait de tomber, et des situations, on a tous vécu, où on a eu une peur ou une grande joie, et voir à ce moment-là comment ça se passe. Donc ça, c'est la base de l'exploration. Tant qu'on n'a pas cette base, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. On tourne un peu en rond. Hein. On n'a pas l'objet de réfutation. Donc c'est ça le plus difficile, de voir comment s'interroger, comment cette chose qui apparaît dans notre esprit existe. Mais pour ça, il faut avoir suffisamment de recul pour regarder comment elle apparaît et comment notre esprit la saisit, comment on l'appréhende. Toute la difficulté, donc, comme je l'ai dit, elle est là. C'est pas une simple interrogation, au niveau analytique ou scientifique, comme ça. Ça vient après. Mais d'abord, le premier point, c'est cette identification. C'est de bien trouver, bien reconnaître l'objet de réfutation qui va servir de base
à cette inspection, à cet examen. Si on n'a pas la base, ça ne marchera pas. Donc, cherchez ce jeu qui existe indépendamment. Si vous avez, je vous l'ai envoyé, je crois, le commentaire de Geshe Tekshok, qui est très très fourni justement là-dessus. Je ne sais pas si je l'ai là. Ouais, je dois l'avoir. Je ne me souviens pas du numéro des pages. Je vais essayer de les retrouver. Ça se trouve commentaire de Lacton, non. Ça se trouve vers les pages 49 par là, je crois. Ouais. Un commentaire de Geshe Tekshok. Et il parle beaucoup, il parle très très bien. Il explique très très bien comment trouver. Donc c'est comment trouver cet objet de réfutation. Je peux vous donner quelques exemples dans des citations de choses qu'il dit. Ouais, donc l'objet de réfutation, hein, c'est ce qui existe de son propre côté, d'accord, sans dépendre d'autres causes et de conditions. Il dit bien, il ne suffit pas simplement d'admettre cette présentation générale, hein, comme on l'explique. Nous devons en faire l'expérience, faire l'expérience de la réalisation qui sait exactement ce que c'est que l'objet de réfutation. Il faut le trouver, cet objet de réfutation. Donc, ce n'est pas simplement d'admettre les présentations générales, mais c'est d'en faire l'expérience, profondément. Et Geshe Tekshok dit qu'il est indispensable d'en avoir une réalisation expérimentale et pas simplement une identification intellectuelle ou une compréhension provenant de l'exposé d'autrui. C'est-à-dire quelqu'un qui vous donne des enseignements là-dessus, c'est très bien, il vous explique le truc, mais vous n'avez pas l'expérience. Il vous explique ce que c'est. Donc c'est bien d'écouter les explications, certes, c'est très très bien, les explications que nous donnent les enseignants, mais ça ne suffit pas à la réalisation finale du non-soi. Comprenez bien, c'est pas possible. Donc pour pouvoir reconnaître l'objet de réfutation de façon théorique, hein, si on se concentre, si on se contente de ça, c'est bien dit que ça revient à avoir une idée grossière selon laquelle le voleur que l'on cherche, ce serait simplement un homme coiffé d'un chapeau noir. Ça ne suffirait pas pour l'attraper. Au Tibet, ils ont tous des chapeaux noirs. Donc, je vais parler justement de ces deux modes. Comment, c'est de bien comprendre ça, des deux modes. Donc, le mode d'apparence de l'existence véritable et le mode de saisie de cette apparence. Ça, c'est vraiment crucial. Donc, le mode d'apparence de l'existence véritable, comment ça nous apparaît, et le mode de saisie de cette apparence par l'ignorance, hein, qui saisit le soi. Et ça, habituellement, on n'est pas conscient de ces deux aspects, parce qu'on ne les analyse pas. Hein, ça nous apparaît, et on y croit, on y adhère tout de suite. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est devenir conscient de ces deux aspects. Hein, ouais. Donc, il nous faut analyser comment se fait donc, la saisie du jeu, cette saisie du jeu comme existant véritablement. Et donc, ce qu'il nous faut arriver à savoir, c'est comment notre conception, cette conception qui saisit le jeu de cette façon en existe. Et ça, il nous faut l'observer, il nous faut la regarder, comment ça se passe. Donc, nous savons que tous les êtres donc, ont cette saisie innée, hein, donc on a bien compris, cette saisie innée du soi. Et nous avons tous donc une conception à laquelle le soi apparaît comme existant véritablement. Mais ce qui n'est pas clair pour nous, c'est comment nous saisissons l'existence véritable du soi et comment le soi nous apparaît comme existant véritablement. Donc, et c'est ça que va nous permettre justement la mise en scène, hein, que l'on va faire en imaginant une grande joie ou une grande tristesse ou une grande peur, tout ça. Parce que comme ça peut devenir clair à ce moment-là. Sinon, ça n'apparaît pas clairement. Parce que ces deux modes sont intimement liés, mêlés au mode conventionnel. Donc, ça n'apparaît pas.
Christian, Oui. Oui. pour ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai. On a l'impression à ce moment-là qu'il y a deux personnes. Parce qu'elles m'ont posé la question, et puis je m'étais évanoui, moi. Mais à un moment donné, on a vraiment l'impression qu'il y a deux personnes quand on y repense après. Il y a un jeu, et puis il y a moi. Ah bon? C'est bizarre comme sensation. D'accord. Bien, très bien. Mais écoute, c'est une expérience vécue. Alors... Donc, dans ces circonstances, là où on imagine une situation, on peut reconnaître donc l'apparence manifeste d'un jeu qui existe véritablement. Qu'est-ce qu'il y a... Et donc, il faut jusqu'à ce que comment dire, cette pensée d'un jeu, hein, c'est une pensée en fait, hein, cette pensée-jeu apparaît comme extrêmement solide, comme extrêmement concrète. Parce que si on pouvait pénétrer dans l'esprit de quelqu'un qui a cette conception, c'est-à-dire nous-mêmes en fait, qui est dans cette situation, on va voir donc qu'il y a une partie principale de l'esprit qui a l'aspect de la... Si on est en colère, par exemple, contre quelqu'un, donc il y a une partie principale de l'esprit qu'il faut qu'il soit vraiment en colère, et il faut aussi arriver à voir comment on s'identifie à cette colère. Vous voyez ? Il faut que dans notre esprit, il y ait la colère, et il faut qu'il y ait en même temps aussi le processus d'identification du jeu qui est en colère. Donc, Sheila nous dit, lorsque nous observons l'apparence de l'existence véritable du soi, nous devons, de ce fait, n'employer qu'une partie de notre esprit. Car si nous regardons de trop près, nous risquons de perdre l'apparence de la saisie innée du soi, ainsi que l'apparence du jeu concret existant en soi. Donc, en observant le soi existant véritablement, nous pouvons avoir l'impression qu'il existe au sein même de l'esprit et du corps. Mais aucune de ces deux impressions ne correspond à la façon correcte d'observer l'apparence du soi existant véritablement. L'approche correcte, c'est de ressentir que le soi existe comme un objet solide. Donc ça, il nous faut vraiment le ressentir, hein, pas simplement l'analyser intellectuellement. Donc l'approche correcte, c'est de ressentir que le soi existe comme un objet solide, qui n'est pas imputé, qui n'est pas désigné, et qui recouvre l'ensemble des agrégats sans paraître davantage relié à un agrégat ou à un autre. Donc il est dit que la difficulté rencontrée dans la réalisation de la vacuité réside en fait dans l'incapacité d'identifier avec précision l'objet de réfutation. Tout est là. Hein. Ouais. À partir du moment où l'on identifie ça, on identifie avec précision l'objet de réfutation, le reste vient beaucoup plus facilement. La difficulté rencontrée dans la réalisation de la vacuité réside dans cette incapacité d'identifier avec précision l'objet de réfutation. Le problème est que lorsque nous ne parvenons pas à reconnaître l'objet de réfutation correct, nous pouvons tomber dans l'un ou l'autre des deux extrêmes. Soit en réfutant trop par rapport à l'objet de réfutation, soit en ne réfutant pas assez à cause de la tendance à s'accrocher au côté donc affirmatif, c'est-à-dire ce qui tend pour nous à réifier l'objet, à l'existence véritable de l'objet. Lorsque l'objet de réfutation correct est bien identifié, il n'y a plus de difficulté à réaliser la vacuité. Okay ? C'est bien que ce soit bien clair. Hein. Lorsque l'objet de réfutation correct est bien identifié, il n'y a plus de difficulté à réaliser la vacuité. On a franchi une étape importante et l'on peut dès lors nier facilement l'objet de réfutation grâce au raisonnement comme le 1 et le multiple, qui sont les points numéros 3 et 4. Hein. Ces raisonnements logiques, ou aussi grâce aux écritures qui font autorité, comme les citations. Et tout ça nous apparaît très difficile. Ces raisonnements ne sont pas convaincants. Les écritures, on les comprend plus ou moins, parce qu'on n'a pas encore vraiment trouvé cet objet. Une fois qu'on a bien identifié cet objet et qu'on y applique ces raisonnements, il paraît que ça coule de source.
Les yogis décrivent l'objet de réfutation comme quelque chose de très très subtil et difficile à réaliser lorsque nous n'y prêtons pas attention. Donc c'est pour ça qu'on doit se mettre dans cette situation pour y prêter attention, pour bien dissocier, pour bien que notre esprit prenne l'habitude d'analyser ce qui se passe, d'analyser ce qui apparaît, ce jeu qui apparaît solidement, comme ça, concret, et une partie de l'esprit donc, qui analyse. Une partie de l'esprit qui ressent cette existence véritable, et l'autre partie qui l'analyse, qui analyse comment on la saisit. Comment ça apparaît, on la voit apparaître, mais comment on la saisit, comment. Et ça, si on fait ça, ben ça élimine une grosse partie d'ignorance. Hein, parce que chaque fois qu'après on se trouve dans des situations un peu, enfin, ou grandement problématiques, ben on fait ça, justement. Hein. Quand une grande colère apparaît, ou une grande tristesse, on regarde on regarde comment le jeu existant véritablement nous apparaît et comment notre esprit le saisit comme tel. C'est difficile de faire les deux, c'est un va-et-vient. C'est en même temps. Oui, c'est une partie de l'esprit. C'est une partie de l'esprit qui est concentrée. C'est pour ça que Shiné, et plus on sera concentré, plus ce sera facile en fait de faire ça. Parce qu'il faut maintenir cette apparence de l'objet de réfutation. Hein, cet objet solide qui apparaît quand on a peur. Hein, mais, En même temps, il faut faire ressurgir. Donc ça fait... Et en même temps, il faut voir comment on l'appréhende. Il faut le faire surgir et il faut voir comment on l'appréhende. En même temps. Hein, il ne faut pas se laisser avoir non plus. Et pas le regarder, comme on dit, de trop près. Parce que sinon, ben, voilà, on n'observe plus à ce moment-là. On est dans la colère ou on est dans je ne sais pas quoi. Donc si nous marchons, par exemple... j'ai sauté une phrase. Donc les yogis... Ouais. Donc si nous n'y prêtons pas attention dans le quotidien, on n'arrive pas à le débusquer ben, parce qu'on n'y prête pas attention, en fait. Ça nous apparaît comme le cours des choses, comme la normalité. Voilà, c'est le jeu conventionnel. Et on n'est pas dans cette situation-là. Mais dès qu'une situation forte apparaît, à ce moment-là, il est plus facile de le débusquer. Donc, comme ces moments sont rares, enfin, en général, on n'est pas toujours en train d'avoir peur ou ça, il faut se rappeler de tels moments pour les utiliser dans la méditation. Donc, c'est ça l'étape principale pour avoir une idée de ce que c'est le jeu, avoir entendu des enseignements là-dessus, comme on reçoit cette semaine, mais pas simplement ça, ensuite les mettre en application dans la méditation, en les utilisant. Donc, ce jeu qui apparaît véritablement donc, semble exister de lui-même sans dépendre des agrégats, hein, comme quelque chose qui existe en soi, quelque chose qui s'élève de son propre côté. Donc si quelque chose s'élève de son propre côté, ben, je dirais, zut, on peut le trouver, quoi. Il n'y a pas de raison, puisqu'il semble exister de son propre côté. Donc c'est ce que disait Geshe là ce matin par rapport à l'ode à la vue. Hein, et il faut bien avoir identifié cet objet, sinon on risque de prendre pour objet de réfutation un objet complètement irréel, en fait, qui ne sera pas l'objet de réfutation. Comme par exemple, il disait, qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais oublier là. Je dois l'avoir, l'Ode à la vue, quelque part. Là. Oui, l'Ode à la vue de Rolpe Dorje. Il dit, certains de nos esprits brillants actuels, parce qu'ils sont attachés au terme apte à s'établir par soi-même, existant véritablement, existant intrinsèquement, existant de son propre côté, laissant telle quelle cette existence véritable, paraissent chercher une créature à cornes pour la réfuter. Donc c'est pas, il ne faut pas se fabriquer une créature à cornes et qu'on essaye de réfuter, parce que qu'est-ce qu'on se dit, exister véritablement, ah bon, ça doit vouloir dire ça, et on s'invente une histoire, on s'invente un jeu qui n'est pas le bon, en fait, hein, qui n'est pas celui qu'il faut réfuter. Hein, donc il faut bien partir de l'apparence, hein, il faut bien partir de ce qui apparaît. Hein, c'est ça le point crucial. Partir de ce qui apparaît pour pouvoir le réfuter. Et pas partir de quelque chose qui est complètement conceptuel, qui est complètement imaginaire, fictif, comme une créature à cornes, comme il dit, par exemple.
Donc, c'est ça le point principal. Du coup, j'ai perdu le texte. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Si nous marchons au bord d'une falaise, par exemple, nous avons très peur de tomber. Hein, ou si nous faisons de l'escalade, par exemple, on peut avoir une sensation de tomber. Si vous avez peur de tomber, que vous faites de l'escalade, vous perdez pied, qu'est-ce qui apparaît là? C'est ça, ce jeu, hein, qui n'est pas, qui semble exister véritablement d'une manière solide. Ou si quelqu'un vous critique, ou si quelqu'un vous fait peur. Donc, à ce moment-là, hein, nous ne distinguons pas notre corps de notre esprit. Si on se réfère, hein, si on se rappelle cette expérience où on a eu très peur, il n'y a pas de distinction entre le corps et l'esprit. Il y a ce jeu intrinsèque. Vous le voyez, ce jeu, vous le comprenez intellectuellement. Hein, ouais, c'est que tout le monde l'a vécu, ça. Ouais, c'est ça qu'il faut faire apparaître. Le faire apparaître, c'est une chose, et après, regardez comment l'esprit l'appréhende. Donc, il dit, nous ne pensons pas, si nous marchons au bord d'une falaise, nous avons très peur de tomber. À cet instant précis, nous ne distinguons pas notre corps de notre esprit. Nous pensons simplement, je risque de tomber. Enfin, c'est une pensée qui s'élève spontanément. On a peur de tomber. C'est je risque de tomber. C'est ce jeu-là qu'il faut analyser. Ce je qui risque de tomber. Et il est où ce je qui risque de tomber? Mais ça c'est conceptuel. Quand on est en train de le dire par la pensée, là, quand on le ressent vraiment, c'est pas conceptuel. Il apparaît vraiment. Donc il faut travailler là-dessus, faire une pièce de théâtre un petit peu, hein, faire un film. Et donc nous pensons simplement, je risque de tomber, et l'objet de réfutation nous apparaît alors clairement. Et c'est ça c'est ça l'objet de réfutation. C'est pas une créature à cornes, c'est vraiment quelque chose qui est là. Quand on voit quelque chose, donc, ce jeu véritablement, il n'y a aucun doute, hein, quand il apparaît. Donc, quand ça, c'est le signe justement qu'on a trouvé l'objet de réfutation, enfin, qu'on a identifié l'objet de réfutation, quand on a cette apparence, hein, du jeu intrinsèquement existant. Si nous faisons fi, je continue, si nous faisons fi de l'apparence réelle de l'objet de réfutation, du soi solide qui existe au sein des agrégats sans être l'un d'eux, et nous essayons de réfuter quelque chose d'autre, un objet de réfutation créé mentalement, ça ne sera pas suffisant. Parce que c'est simplement créé mentalement. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose que nous avons fabriqué. Donc c'est quelque chose qui est très viscéral, en fait, qu'il nous faut imaginer, donc qu'il nous faut voir. Sinon, c'est un objet de réfutation imaginaire qui n'est pas le véritable objet de réfutation. Et donc, si c'est ça qu'on fait, on ne va pas du tout se rapprocher de la réalisation correcte de la vacuité. Donc, pour se rapprocher de la réalisation correcte de la vacuité, c'est ce jeu, cet objet de réfutation qu'il nous faut trouver. Et la manière dont l'objet de réfutation apparaît est la même pour tous les êtres ordinaires. D'accord ? Il se confond toujours avec l'apparence conventionnelle. Okay ? Lorsqu'un être ordinaire regarde un pilier, par exemple, ou un micro, ce que vous voulez, il ne peut pas le scinder en deux parties. L'une qui existerait véritablement et l'autre qui existerait conventionnellement. Pour un être ordinaire, les deux sont mélangés. L'esprit de cet être ordinaire est pollué par l'ignorance, de sorte que tout ce qui lui apparaît est constamment amalgamé à l'apparence de l'existence véritable et à l'apparence de l'existence conventionnelle. Donc, toute la difficulté est là. Si nous pensons par exemple à une voiture, par exemple, nous pouvons facilement accepter que cette voiture n'existe pas véritablement, que c'est simplement désignée, tout ça. Hein. Mais lorsque nous l'observons, en fait, comme ça, elle nous apparaît comme existant véritablement. Hein. C'est-à-dire, lorsque nous la voyons en face de nous, cette voiture nous apparaît comme existant, hein, véritablement.
Alors que par la pensée, on est capable de voir qu'elle n'existe pas véritablement. Mais c'est comme ça qu'il faut commencer, hein, justement. Quand la voiture nous apparaît simplement, donc, survient donc l'apparence de l'existence concrète. Et c'est ça donc qui constitue donc le signe de l'existence véritable de la voiture. Donc voilà le point crucial donc de ce qu'il faut faire dans cette analyse. Donc la première chose, passer beaucoup de temps à essayer d'analyser donc l'objet de réfutation. Et une fois qu'on a fait ça, alors, l'objet réel, en étant persuadé que si un objet réel, il peut être trouvé, hein, il faut passer au deuxième point, donc le point logique. Si c'est un objet, cet objet réel, cet objet qui semble exister véritablement, il n'y a que deux manières dont il peut exister, soit en étant véritablement un avec les agrégats, si c'est le jeu, hein, soit en étant véritablement distinct des agrégats. Donc c'est ce qu'on appelle le raisonnement de l'absence d'unité et de l'absence de pluralité, ou l'absence d'unicité et l'absence de multiplicité. Ouais. Donc, ou singulière et plurielle. Ouais. Voilà. Absence d'unité, de pluralité, d'unicité, de multiplicité. Si quelque chose existe, cette chose est soit singulière, soit elle est plurielle. Quand il y a deux choses devant vous, si vous voyez un ordinateur et un livre, c'est deux choses qui vous apparaissent comme étant séparées. S'il n'y en a qu'une, vous n'avez qu'un ordinateur, cette chose, elle est unique. Et j'ai à donner l'exemple que je trouve très bien. Des gens, vous entendez des gens parler à l'extérieur, il y a soit une personne, enfin parler sont plusieurs. Vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de la pièce? Oui. Il y a soit une personne, soit il y en a plusieurs. Quand on dit il y a quelqu'un, hein, quand on dit il y a quelqu'un à l'extérieur de la pièce, il y a forcément, donc, au minimum, une personne. Mais il peut y en avoir deux. Donc c'est ça que si quelque chose est réel, il est soit un, soit pluriel. Est-ce qu'il peut y avoir une troisième possibilité? Ben non. Donc c'est ça dont il faut aussi être complètement persuadé dans le deuxième point, qu'il ne peut pas y avoir d'autres possibilités. C'est comme l'exemple du fermier qui... Je voulais la raconter celle-ci, non? Du fermier qui, se lève tous les matins pour aller traire sa vache. Et il arrive à l'écurie et il ne trouve pas sa vache. Sa vache n'y est pas. Et il voit la porte au fond de l'écurie qui est ouverte. Donc il sort, il passe par la porte et il y a un chemin qui amène à deux champs. Un champ à droite et un champ à gauche. Et le fermier, il regarde dans le champ de droite, qui est clôturé, le chemin aussi est clôturé, il n'y a pas de vache. Forcément, il va regarder dans le champ de gauche. Dans le champ de gauche, il n'y a pas de vache non plus. Il se souvient qu'il l'a vendu hier au marché. Un peu la mignonne, hein? Donc il faut regarder, il n'y a pas de troisième possibilité. Hein. S'il y a pas de voilà, si le jeu n'est pas là, il peut être soit unique, soit pluriel. Et donc c'est ce raisonnement donc de l'absence d'unité et de pluralité, il nous conduit donc à réaliser le mode d'être, donc la nature ultime des phénomènes. Donc on est ici, on l'a bien expliqué, dans une analyse ultime. Où il faut que dans une analyse ultime, l'apparence et la réalité coïncident. D'accord ? C'est-à-dire que les choses, le mode d'existence des choses et leur mode d'être elles-mêmes. S'il y a une distorsion entre les deux, eh bien, c'est qu'il y a une erreur. C'est qu'on n'a pas trouvé donc, le mode ultime, le mode d'existence absolu. Pour nous, le jeu existe de manière absolue. Okay ? Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein ? Il existe d'une manière absolue. Donc c'est ça qu'il faut maintenant essayer de voir s'il existe de manière absolue
tel qu'il nous apparaît. C'est-à-dire le mal absolu, c'est-à-dire la manière dont il semble exister et dont il nous apparaît pour nous, elle nous apparaît comme étant identique, comme étant exactement la même chose. Apparence et réalité sont confondues. Donc c'est ça qu'il nous faut voir si c'est vraiment le cas ou pas. Donc c'est un raisonnement donc, qui conduit à réaliser le mode d'être, la nature ultime des phénomènes, en niant, en réfutant la manière erronée dont ils nous apparaissent. Donc une fois qu'on a bien identifié clairement donc, l'objet à réfuter, qui semble exister de manière réelle ou manière absolue, c'est pareil. Quelque chose qui existe de manière réelle, pour nous, ça existe de manière absolue. Donc, dans le second temps, on en détermine la portée, c'est-à-dire qu'on va cerner précisément les différentes manières dont cet objet serait susceptible d'exister s'il existait de manière absolue, tel qu'il nous apparaît. Donc, on établit alors que son existence ne pourrait être vraie que de deux façons possibles, soit en existant de façon une avec les agrégats, soit en existant de façon complètement distincte des agrégats, c'est-à-dire de sa base d'imputation. Il n'y a pas d'autre possibilité, pas d'autre cas possible. Donc en se fondant sur ces deux seules options, c'est pour ça qu'on appelle ce raisonnement de l'un et du multiple, de l'unité ou de la pluralité. Et c'est ça qui va nous permettre d'établir donc l'absence d'existence réelle. Donc il faut tour à tour analyser ces deux options jusqu'à comprendre qu'aucune n'est véritablement envisageable. Et comme il s'agissait des deux, puisqu'on était sûr qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, que c'était les deux seules possibilités, alors c'est évident que l'objet ne peut pas exister de manière réelle tel qu'il nous apparaît. Donc voilà la logique, en fait, les étapes de ce processus. Est-ce qu'il y a des questions pour ce que là je fais? C'est un peu un monologue. Non, là je lis les définitions de ce que... Non, je ne lis pas le commentaire, je lis par rapport à ce qu'a dit Geshe-la, je l'explicite un petit peu. J'ai lâché le commentaire de Geshe-Teshok. C'est une petite révision de ce qu'on a vu. Bon, où est-ce qu'on en était? Donc ça c'est fait. Acquérir la certitude du recouvrement. C'était la deuxième, j'ai expliqué. Après, donc, troisième point, examiner si le jeu est intrinsèquement un avec ses agrégats. Et voir les aberrations que ça entraîne. S'il n'y a pas... donc, ça veut dire que si le jeu est intrinsèquement un avec les agrégats, ils sont totalement confondus. Il ne peut pas y avoir une partie qui est avec les agrégats et une partie qui n'est pas avec les agrégats. C'est complètement identique. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Si le jeu est intrinsèquement un avec les agrégats, ils sont totalement confondus avec les agrégats ou avec l'un des agrégats. Donc si le jeu était intrinsèquement un avec les agrégats, on ne pourrait pas concevoir le jeu et les agrégats comme étant deux phénomènes distincts. On ne pourrait pas les penser, en fait, comme des phénomènes distincts. On ne pourrait pas penser jeu et agrégat comme étant deux choses différentes. Or, c'est bien ce qu'on fait. Quand on pense à un jeu et quand on pense aux agrégats, on voit bien deux choses distinctes. Donc, ça ne nous apparaît pas comme étant mélangé, comme étant unique, comme étant identique. C'est pour ça que la première aberration, c'est que le jeu n'aurait pas de sens. On ne pourrait pas penser jeu si le jeu et les agrégats étaient confondus. On ne pourrait pas penser que le jeu et on ne pourrait pas les distinguer, en quelque sorte. Et aussi, ça reviendrait à amalgamer toutes les propriétés ou les qualités et ceux qui les possèdent. Ce serait la même chose. Le possesseur des qualités et les qualités seraient complètement confondus. C'est clair, ça? Donc, c'est... L'agent, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est la première aberration
hein, le jeu n'aurait pas de sens. Le deuxième, c'est que le jeu, puisqu'il y a 5 agrégats, il devrait y avoir 5 jeux. Or, il n'y a pas. Pour nous, dans notre mode, le jeu ne nous apparaît pas comme étant 5, hein, il nous apparaît bien comme étant unique. Donc, ou sinon, il n'y aurait qu'un agrégat. Alors, lequel des 5? Ça serait la forme, ce serait la conscience, ça serait le gars. Et donc, ça, c'est le deuxième point. Donc là, il y a des citations qui permettent de corroborer ça. Chandrakirti ou Nagarjuna. Et la troisième aberration, le jeu devrait être sujet à la naissance et à la destruction, puisque les agrégats sont sujets à la naissance et à la destruction. Okay. Donc, on ne pourrait pas se remémorer les vies antérieures, les existences antérieures. Et ça remettrait en cause la loi de cause à effet. On ne pourrait pas faire les expériences des effets que l'on a créés, et les karmas accumulés seraient perdus. On ferait des expériences de karma qui auraient été créées par quelqu'un d'autre, par exemple. Ou on ne sait pas par quoi, en tout cas. Il y en a d'autres aberrations, comme ça. Si le jeu... j'en ai trouvé une qui est pas mal. Par rapport au sans forme. Si le jeu était intrinsèquement un avec les agrégats, le royaume du sans forme n'existerait pas. Ah oui? Allez, pourquoi? Ouais. On serait complètement identique, très bien, on serait complètement identifié, ou identique, pardon, à l'agrégat de la forme, et donc on ne pourrait pas renaître dans le sans forme, par définition. Bon, tous ces arguments s'appuient bien sûr sur des concepts bouddhistes, hein. Comme j'ai essayé de soulever le lièvre ce matin. Si on n'adhère pas à ces concepts bouddhistes, c'est difficile de les trouver convaincants, hein. Par contre, il y en a un qui pourrait être plus convaincant. Si le jeu était existait intrinsèquement comme un avec les agrégats, le jeu deviendrait forme. Or, le jeu n'a pas de forme, hein, puisque l'un des agrégats, c'est la forme, hein, on est bien d'accord? Donc, si le jeu existait intrinsèquement un avec les agrégats, le jeu deviendrait forme. Ou il deviendrait conscience. D'accord? Ou s'il devenait forme, donc il serait un objet aussi solide qu'un livre ou qu'un ordinateur. Hein? Et il serait donc perceptible par une conscience visuelle. Et donc là, c'est un bon argument, je trouve. Enfin, pour moi. Si on n'est pas bouddhiste, par exemple. Il y en a qui peuvent dire que c'est le cerveau. Oui, il y en a qui vont dire ouais, c'est le cerveau ou c'est la conscience. Hein? Il ne pourrait pas se transformer. Il ne pourrait pas se transformer. Les non-bouddhistes, le jeu. Hmm? S'il était solide comme ça, il ne pourrait pas se transformer. Le jeu se transforme. Et si, quand l'esprit aurait faim ou soif, par exemple, chaud ou froid, à ce moment-là, hein, s'il était amalgamé à la conscience, hein, c'est la conscience qui aurait chaud, qui aurait froid. Donc, si le jeu et les 5 agrégats étaient intrinsèquement un, il nous faudrait dire que l'esprit a froid, ou l'esprit a soif, ou l'esprit a faim. Hein? On ne dirait pas j'ai froid ou j'ai faim. Okay? On devrait dire l'esprit. Oui, Delino. Des questions sur Zoom? Il y a question sur Zoom, il y avait Sylvie. Et Donc, ouais. s'il a encore la question. Sylvie, oui.
Je reviens sur le jeu qui existe. On a pas mal parlé sur le jeu qui n'existe pas. Concernant le jeu qui existe, le simplement désigné, on a eu un débat tout à l'heure dans le groupe. On a le doute sur le fait que ce jeu, il passe de vie en vie à travers le continuum mental. Est-ce que c'est le cas en fait? C'est le jeu simplement désigné qui passe de vie en vie. Ok, voilà, c'est la confirmation que je voulais avoir. En fait. Dans le bouddhisme, oui, c'est ce qu'on dit. C'est Ok. ce que disent les Madhyamika Prasangika. Très bien. C'est ça qui passe de vie en vie. Si on cherche quelque chose qui passe de vie en vie, on ne trouve pas de choses concrètes, solides. Il y a un jeu qui passe de vie en vie, mais c'est le jeu simplement désigné. Ok. C'est pas le jeu existant véritablement. Et pour nous, comme on ne voit que le jeu existant véritablement, on ne voit pas ce que c'est que le jeu simplement désigné. Il passe de vie en vie à travers l'esprit, à travers les empreintes thermiques. Oui, C'est ça? il transporte les empreintes karmiques. Ah, il transporte les empreintes thermiques. Ok, ça marche. Merci. Hein? S'il les perdait, ça serait bien, mais bref, pas forcément. Hein. Il y a aussi Xavier. Oui. Christian, Oui. une question là, je reviens, tu parlais tout à l'heure du réel. Est-ce que, Le réel. j'hésite à la poser, mais tant pis, j'y vais. Vas-y. Est-ce que le dharma est réel? Et si on l'étudie tout le temps, peut-il y avoir un attachement au dharma? Donc, il faudrait à ce moment-là un non-dharma. Si tu conçois le dharma comme existant véritablement, tu risques d'y attacher, oui. Si tu Voilà. penses que, Donc, si tu penses que on le le dharma existe considère- véritablement. Oui, donc on le considère comme non-dharma. Qu'est-ce que tu veux dire par non-dharma? C'est-à-dire qu'il n'existe pas en soi? Si c'est ça, oui, que tu appelles le Oui, bien sûr. non-dharma. Oui. Que le dharma Voilà. n'existe pas en soi, oui, si tu veux. Oui, oui. Comme tous les autres phénomènes, pourquoi il n'existe pas en soi? Parce que c'est un phénomène, c'est une production interdépendante, hein, le dharma. Ah oui, c'est Il vrai. existe Oui, d'accord. cause et conditions de ses parties, des multiples enseignements qui le composent et de la conscience qui le dénomme dharma. Vous pouvez tout analyser comme ça. Hein. Mais donc, oui, là on est dans le jeu. Hein. C'est l'analyse du jeu. Une fois si on a bien compris l'absence d'existence véritable du jeu, et ensuite on l'applique à tous les phénomènes. Donc le premier point, c'est celui-là, faire apparaître l'objet de réfutation. Si on peut terminer là-dessus. Donc je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, sur l'importance de ça. Sinon, on a l'impression qu'on a tout compris, hein, mais on risque de perdre son temps à multiplier les analyses et elles ne nous mèneront à rien du tout, ces analyses. Je parle aussi pour moi, hein, bien sûr. Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment passer du temps sur ce premier point. Et pas aller trop vite. Et voilà. Le reste, on dit que c'est très facile. Très facile. Ce qu'ils disent. Hein, Bien, on va dédier ça justement pour réaliser facilement la vacuité, l'absence d'existence en soi, de la personne et des phénomènes, et réfuter ce jeu qui nous apparaît existant véritablement, qui est la source de tous nos problèmes, toutes nos souffrances. On prend les dédicaces, page 16. Lama Sangye Drogyo Drowa Chikya Malupam Teye Sala Gepashom. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence.
Jancho Semni Rinpoche Ma Ke Panam Ke Gyoche Ke Panyam Pa Me Pa Yangon Gando Pelwa Shom. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs, être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement.